Je crois qu'il n'y a pas tellement de différence d'enjeux entre des espaces centraux très urbains et des espaces ruraux. Il y a une différence très forte dans nos représentations, des clivages entre ville et campagne qui sont très élevés. Dans les différents épisodes de cette série de podcasts, vous avez pu entendre les différentes phases du développement des villes iséroises que synthétise Sophie Duchier, chargée d'inventaire dans le service du patrimoine culturel du département de l'Isère, que nous suivons depuis le premier épisode dans sa démarche. L'inventaire des villes de l'Isère à l'âge industriel a porté sur la période de 1850 à 1950. Alors pourquoi c'est ce siècle de l'âge industriel ? 1850, c'est presque l'avènement de Napoléon III, donc qui prend le pouvoir en 1852, qu'on appelle la période du Second Empire. Mais au préalable à ça, en 1840, sur le modèle anglais, en fait, en France, on commence à développer vraiment de manière forte l'industrie. Ça devient vraiment une industrie. Et surtout, il y a le maillage du territoire par le chemin de fer. Donc des propriétaires privés, fortunés, investissent dans le chemin de fer. Et donc ça, c'est aussi vraiment promu par Napoléon III. Donc on voit vraiment le développement du chemin de fer partout en France et aussi en Isère dès cette période-là. Donc ça, c'est le début de la période de l'étude. Donc c'est comment les villes se sont transformées avec l'arrivée du chemin de fer. Donc il y a beaucoup de travaux dans certaines villes qui modifient le tissu urbain existant ou qui vont créer des nouveaux quartiers qui seront reliés avec ce chemin de fer. La fin de la Seconde Guerre mondiale est une nouvelle période. Il y a eu les destructions pendant la guerre, alors beaucoup moins en Isère, mais un peu partout en France. Et pour reconstruire la France dans son architecture, mais aussi la reconstruction économique, on va passer vraiment à un nouveau système économique, plus industrialisé, avec une architecture modélisée, préfabriquée. Donc ça va générer une nouvelle économie. On est à l'aube des 30 Glorieuses. Et surtout, on va être dans une forme architecturale et urbaine différente. Même si on sent ce changement déjà s'opérer, ou en tout cas dans la pensée, avec Tony Garnier des débuts du XXe siècle, où il va proposer sa cité industrielle avec des zones qui sont consacrées à l'habitation, à l'industrie, aux édifices publics. On le voit dans des plans d'aménagement aussi qui sont issus de la loi Cornudet. Mais dès les années 50, on va vraiment créer ces zones industrielles, ces zones artisanales. Donc on va sortir l'industrie des villes, des centres-bourgs. Et comme le propos de l'inventaire était d'étudier comment les villes se sont modifiées avec l'arrivée de l'industrie, on peut dire que 1950, c'est un peu la limite de cette période où on peut se rendre compte de ce qui se passe dans les centres-villes. Ce dernier épisode de podcast s'ouvre sur la question du futur des industries. L'épisode industriel, qui a débuté en Isère en 1850, n'est qu'une étape de l'évolution des villes. Alors, à quoi s'attendre pour la ville de demain ? Une très belle aquarelle, donc une vue de cette ville industrielle, c'est particulièrement intéressant. L'enquête, des fois, peut aboutir vite, comme être des fois très longue et prendre beaucoup de temps. La loi Cornudet, on peut aussi la considérer comme un point d'ancrage qui met en perspective un siècle d'urbanisme. Je pense que c'est un véritable confort, c'est-à-dire qu'il construit en effet pour le bien-être de ses ouvriers. L'urbanisme, c'est la vie. Métamorphoses urbaines, une enquête sonore au cœur des villes industrielles de l'Isère. Vous écoutez Métamorphoses urbaines, épisode 5. Demain et les industries ? Bonjour, je m'appelle Pierre Merle, je suis chargé de mission en urbanisme au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Et c'est une structure un peu particulière qui est une association, mais qui a été créée par la loi architecture de 1977. Et cette loi, elle est importante parce qu'elle dit la phrase suivante: l'architecture est d'intérêt public. Et ce que ça veut dire, c'est que finalement les bâtiments qui nous entourent, public, privé, mais aussi la manière dont les quartiers sont aménagés, les paysages. Ça nous regarde tous en tant qu'habitants, ça participe à notre bonheur au quotidien, à la qualité de notre cadre de vie. Et donc, il faut défendre la qualité de ces aménagements. Mais alors, quels sont les enjeux de l'urbanisme aujourd'hui ?
On évolue les êtres humains dans des espaces qui sont déjà urbanisés et il y a un enjeu à les adapter à des enjeux nouveaux qui sont par exemple la transition environnementale et le dérèglement climatique qui est un enjeu très fort. Comment on adapte nos espaces de vie aux potentielles périodes de canicule qui vont être de plus en plus fortes et présentes, mais aussi des enjeux plus sociétaux comme le vieillissement de la population. Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser, mais il y en a plein. Je travaille plutôt avec des petites communes au quotidien. Je pense que sur les territoires ruraux en France, on calque des enjeux d'une image de carte postale qui doit rester figée, qui sont très très forts. C'est-à-dire qu'on attend que le village, ça soit l'église, la mairie, la place avec le marché, et puis le bar-tabac convivial, etc. C'est pas du tout à fait comme ça aujourd'hui que nos villages sont vivants. Il y a aussi un enjeu depuis la pandémie de Covid-19 qui tourne beaucoup autour de la santé des citoyens. Cette notion d'urbanisme favorable à la santé, c'est une notion qui a été développée par l'OMS au niveau mondial et qui est portée plus localement, notamment par l'État à travers les agences régionales de santé et sur lequel nous, le CAUE, on travaille en tant que partenaire. L'urbanisme favorable à la santé, c'est une conception unitaire de ce qu'est la santé. C'est-à-dire que notre santé individuelle, elle est liée à plein de facteurs différents qui peuvent être notre patrimoine génétique, nos pratiques de vie, ce qu'on mange, notre activité physique, les établissements de santé auxquels on a accès, mais aussi notre environnement. Et donc l'UFS, c'est une manière de penser nos aménagements par rapport à des enjeux de santé individuelle de manière très très large. Comment est-ce que ça se concrétise exactement ? Ça peut se concrétiser avec l'idée que ce qu'on appelle les modes actifs, c'est-à-dire que se déplacer par ses propres moyens, avec ses jambes, à pied ou en vélo, c'est quelque chose qui est plutôt sain et qui encourage une bonne santé. Et donc organiser l'espace public pour qu'il soit agréable et qu'on soit chacun peut-être incité à nous déplacer en mode actif plutôt qu'avoir recours à des modes où on est plutôt statique et qui participent de la sédentarité. Mais alors l'industrie dans tout ça, peut-on encore dire en 2025 quel est un enjeu de l'urbanisme ? On est une société qui s'est partiellement désindustrialisée, c'est-à-dire qu'il y a encore de très nombreux salariés français qui travaillent dans le secteur industriel. Alors c'est pas forcément l'industrie comme on se l'imaginait, sidérurgique, automobile, ça peut être l'industrie agroalimentaire. L'achat en ligne, ça a des conséquences très importantes en matière d'urbanisme puisque ça génère beaucoup de flux, c'est ce qu'on appelle la logistique. La logistique est devenue l'industrie majeure de la société française depuis les années 2000. Depuis un demi-siècle, on a eu tendance à sortir l'industrie des centres-villes, alors que dans beaucoup d'endroits, l'industrie, elle était au cœur des villes. Les gens ne pouvaient pas beaucoup se déplacer, donc il y avait les ouvriers qui habitaient dans des quartiers urbains et l'usine était à côté. Il y a encore un monde ouvrier, mais ce monde ouvrier, il est plutôt finalement dans les espaces périurbains, voire ruraux, que dans le cœur des villes qui sont devenus un peu inaccessibles, ou alors dans les quartiers populaires, les quartiers politiques de la ville sont aussi des quartiers qui sont très ouvriers. Comment est-ce que se maillent les différents acteurs en fait autour de cet urbanisme ? Alors en France, on a un peu une tradition de poupée russe en matière d'urbanisme, c'est-à-dire que à différentes échelles, on a des réglementations qui sont censées plus ou moins bien s'encastrer pour effectivement essayer de donner une cohérence à nos aménagements. On a la loi qui donne un premier cadrage avec le code de l'urbanisme qui donne un certain nombre de règles générales qui après peuvent être adaptées localement. De nombreux outils de planification existent pour cadrer l'urbanisme à l'échelle d'un bassin de vie. Ils permettent d'organiser l'aménagement du territoire, comme par exemple le cheminement des transports. Le plan local d'urbanisme est le plus connu de ces outils. Il est composé d'un zonage de chaque parcelle, à quoi la parcelle en question est dévolue, et des règles qui régissent chaque zone. Mais Pierre, comment réfléchit-on le territoire ? Un projet d'aménagement, c'est
très long, c'est des étapes successives et donc l'idée c'est qu'il y ait ce fil directeur au moment de l'élaboration et de la construction des aménagements qui perdure, mais que ça soit plutôt une question qu'on se pose de manière continue qu'une réglementation. Mai 2025. Afin de comprendre les enjeux d'un projet d'aménagement, Sophie me propose d'aller rencontrer Marielle Bruyas, chef de projet Petite Ville de demain, sur la commune de Beaurepaire. Petite Ville de demain, c'est un programme lancé par l'État via l'Agence nationale de la cohésion des territoires en 2020 pour revitaliser les petites villes, celles de moins de 20 000 habitants. Marielle travaille sur le territoire depuis 2021, depuis le lancement du programme donc, qui doit durer jusqu'en 2026. L'objectif ? Redynamiser Beaurepaire. Beaurepaire, c'est dans la plaine de la Bièvre, donc c'est dans l'Isère, c'est entre Vienne et Voiron, c'est sur une ancienne plaine agricole fertile et en même temps c'est tout un passé industriel puisqu'elle s'est toujours équilibrée comme ville rurale avec de l'industrie et de l'activité agricole. Aujourd'hui, on a quand même plus de la moitié des emplois des gens qui vivent et travaillent sur Beaurepaire. Pourquoi avoir engagé la ville dans une réflexion autour de sa revitalisation ? La commune de Beaurepaire est dynamique, mais elle a des signes de faiblesse. Ces signes de faiblesse, c'est une évolution au niveau démographique d'une population qui ne cesse de s'appauvrir. C'est quelque chose qu'on rencontre dans de nombreuses régions en France. Donc la ville, elle a vraiment un enjeu à remettre ses équipements, ses aménagements en connexion avec les besoins des habitants et des usagers. Par exemple, aujourd'hui, sur les aménagements, même si là très récemment, vous pouvez voir à Beaurepaire les aménagements du centre-bourg. À Beaurepaire, donc, comme dans toutes les villes engagées dans la démarche Petite Ville de demain, on a d'abord posé des mots sur un problème concret avant de dérouler des actions sur le territoire. Alors pour articuler les acteurs dans le cadre du programme Petite Ville de demain, ce que la commune a choisi de faire, c'est un plan guide. Donc un plan guide, c'est une démarche de prospective, mais c'est aussi vraiment un document complet qui est composé de cartes, de schémas, d'écrits, effectivement, en 3 tomes. Voilà, le premier tome est la partie diagnostic, donc c'est la diagnostic de la commune, c'est comment fonctionne notre commune. Le deuxième tome, c'est la partie scénario, donc là, ça reprend vraiment le projet politique des élus. Qu'est-ce que les élus souhaitent pour la commune et pour ses habitants pour aujourd'hui, demain et un demain beaucoup plus lointain que peut-être la durée de vie d'un humain. Et c'est aussi une partie qui donne des fiches actions, c'est-à-dire c'est vraiment une boîte à outils, des actions, des projets qui seraient utiles de mener dans ces 3 perspectives de temps, court, moyen, long terme. Aujourd'hui, le plan guide, il est vraiment utilisé par les élus dans le sens où il a remis en perspective le projet de mandat avec l'aménagement du centre-bourg qui était vraiment le projet phare du mandat actuel, donc jusqu'à 2026, avec tout ce qu'il fallait relier et, j'ai envie de dire, compiler autour de ce projet d'aménagement de bourg pour que la ville soit plus dynamique et continue à accueillir des habitants. J'imagine que dans le cadre de cette démarche, on demande aussi leur avis aux citoyens pour les propositions d'action de concertation sur le territoire. Un plan guide démarre par une rencontre avec les habitants. On a choisi les balades urbaines, mais aussi les arpentages. Et aussi, il y a eu un travail plus précis avec les scolaires sous forme d'ateliers. C'était important de recueillir la voix et les besoins de la population. Vous parlez de balades urbaines qui ont démarré en 2022 avec une 40aine de personnes accompagnées d'architectes d'un cabinet lyonnais. En quoi consiste-t-elle ? C'est de passer devant des édifices, des monuments, des lieux de service, des lieux d'équipement, de traverser les rues, de se rendre compte de l'accessibilité, des difficultés pour se déplacer ou au contraire du caractère agréable de certaines rues ou de certaines rues qui le sont moins, de prendre connaissance aussi vraiment de comment vit le piéton dans une ville où tout est organisé pour la voiture. Et c'est un moment d'échange.
l'envie qu'on aurait pour la commune, pour qu'elle soit plus belle, pour qu'elle soit plus facile à vivre, pour qu'il y ait des commerces qui soient aujourd'hui adaptés aux besoins des consommateurs, pour qu'on puisse voir les espaces publics et se dire « Ah, est-ce qu'il y a un endroit pour s'asseoir, pour contempler, pour se reposer ?» ou est-ce qu'on peut facilement aller de tel point à tel point ? Une fois que le diagnostic de territoire est posé, il s'agit de mettre en place une politique d'aménagement complète qui, à Beaurepaire, a fait la part belle à la gare. On m'a dit quand je suis arrivée ici qu'il y avait une gare à Beaurepaire, qu'elle n'existait plus, qu'elle n'était plus en activité, qu'elle a dernièrement existé pour tout ce qui était transport de produits agricoles ou denrées agricoles, et qu'aujourd'hui, cette gare n'était plus utilisée, mais pour autant, c'est très actuel de faire des projets autour d'une gare, surtout quand elle relie directement le centre-bourg. Cette avenue Jean Jaurès, c'est vraiment un fil rouge qui relie le sud de la commune au centre-bourg. Ça fait partie des entrées de ville, il y en a 4 sur Beaurepaire, des entrées de ville qui sont plutôt qualitatives. Donc aujourd'hui, il y aurait besoin de préserver cette avenue et vraiment de la reconnecter avec le centre-ville. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, en centre-ville, c'est là où on trouve les 2 rues commerçantes à Beaurepaire. On pourrait imaginer demain de pouvoir se servir des bâtiments qui sont dans la gare ou dans cette avenue de la gare pour un dépôt, par exemple, d'une commande de fleurs qu'on pourrait passer au fleuriste du centre-bourg et pouvoir récupérer ces fleurs le soir après le travail dans un lieu qui serait aménagé dans l'avenue de la gare. Cette avenue de la gare, aujourd'hui, elle concentre aussi plusieurs zones d'activité, dont une nouvelle qui va sortir de terre. C'est assez rare aujourd'hui de développer encore de nouvelles zones d'activité. Et ce sera la seule au niveau de notre territoire d'intercommunalité. Et demain alors, Marielle, la ville de Beaurepaire, elle ressemblera à quoi ? Alors, plus de mode doux. La voiture a une place moins prépondérante. Il y a des rues piétonnes complètement réservées aux piétons, aux vélos. Il y aurait beaucoup plus de verre, il y aurait beaucoup plus d'arbres. C'est déjà amorcé aujourd'hui avec une politique de plantation d'arbres qui s'accélère et qui augmente d'année en année sur des lieux stratégiques. Il y aurait toujours le commerce de proximité avec la possibilité de boire son café, mais également d'aller faire ses courses pour la semaine et de se poser en terrasse à l'ombre quand il fait chaud ou au soleil quand il fait moins chaud. Un lieu agréable à vivre avec des espaces de convivialité. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des familles. Il y a en fait toute la diversité de population qu'on peut attendre dans une petite ville et dans une ville qui est dynamique. L'ensemble de la population a des espaces pour se retrouver, j'allais dire que ce soit espace vert ou espace de convivialité, avec des équipements, avec des services publics aussi qui sont là pour renseigner, apporter de l'information à tous les habitants et à tous ceux qui ont des questions sur leur vie quotidienne. Ce serait une petite ville pour moi un peu idéale où dans le sens on fait cohabiter l'ensemble des habitants, de l'humanité, j'ai envie de dire, ensemble, et que chacun trouve sa place dans un espace qui lui est dédié sur des temps dédiés. Pour synthétiser ce dernier épisode de Métamorphose urbaine, je devrais donc vous dire que nous sommes revenus sur la nécessité d'un urbanisme qui prend en compte la vie des citoyens et qui se pose la question des mobilités. Tout comme dans l'enquête de Sophie Luchier pour son inventaire des villes industrielles de l'Isère, de la deuxième moitié du 19e siècle à la première moitié du 20e, nous sommes retournés sur le terrain. Pour mieux comprendre comment on façonne aujourd'hui la ville post-industrielle de demain, il est nécessaire de s'armer de méthodes sensibles pour remettre les citoyens et leurs préoccupations quotidiennes au centre des transitions urbaines et des débats d'idées. Pour clore cet épisode, mais aussi cette grande aventure sonore, nous allons terminer par nous poser cette question.
Demain, que fera-t-on des industries d'hier et d'aujourd'hui sur nos territoires entre histoire, mémoire et utilité publique ? J'ai posé une dernière fois la question à Pierre Merle. Des gens avant nous nous légué des choses, on va léguer des choses et puis essayons de léguer des choses intéressantes pour plus tard. Je me demandais s'il y avait des nouveaux usages, des nouvelles formes de transformation des friches industrielles envisagées, puisqu'avec la loi ZAN, le réchauffement climatique, le fait de construire plus densément, on est plutôt à démolir les friches, à essayer de dépolluer et à construire du logement à la place, et non pas de trouver un nouvel usage. Concernant les friches industrielles, il me semble qu'il faut distinguer les friches pour le coup qui sont situées en milieu urbain, dans des territoires qui sont plutôt attractifs et tendus au niveau de l'immobilier, et pour lesquels, pour ce qui est des friches, vraiment, ces dernières années, on a vraiment eu tendance à reconquérir les derniers espaces qui perduraient. Je pense à Voiron, par exemple, où il y a des zones d'aménagement concerté, des ZAC, qui sont des projets de construction de plusieurs dizaines, voire centaines de logements qui ont émergé. Dans les grandes villes, notamment de l'Isère, il reste plus tellement de friches industrielles. Par contre, il reste un certain nombre de petites friches industrielles dans des bourgs et dans des villages, notamment liées au tissage, parce qu'on était un département qui était très marqué par le tissage dans différents endroits, dans les montagnes comme dans les plaines. Et pour lesquels, effectivement, on n'a pas tellement de solutions parce qu'il n'y a pas de porteurs de projets privés qui sont intéressés. Il y a encore le problème, c'est qu'il y a encore des terres agricoles et naturelles constructibles qui sont très facilement urbanisables. Ce bâti ancien, il est intéressant à conserver parce que il a été fait avec qualité et que surtout le carbone pour le produire, il a déjà été émis. C'est-à-dire que garder le bâtiment, c'est aussi se prémunir d'émissions supplémentaires de carbone. Et comment garder trace de cette mémoire ouvrière quand les gens qui la faisaient vivre ne sont plus là et que les bâtiments qui ont été construits pour cette industrie n'ont plus du tout le même usage. Et en fait, tout l'urbanisme aujourd'hui, c'est ça, c'est arrêtons de rêver à la ville parfaite sortie de nulle part, faisons avec la ville qui existe, quoi. Merci d'avoir écouté cette série de podcasts en 5 épisodes. Ils viennent compléter l'exposition Métamorphoses urbaines, un inventaire des villes à l'âge industriel entre 1850 et 1950. Vous pouvez la visiter gratuitement aux archives départementales de l'Isère du 19 septembre 2025 au 28 mars 2026. Si vous avez aimé cette série de podcasts, n'hésitez pas à la recommander auprès de votre entourage et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou encore YouTube. Cette production a été réalisée par Émilie Vadel du studio Skadi & Co. Il a été écrit par Sophie Luchier et Émilie Vadel avec la complicité de Julie Fac. On espère que ça vous aura plu.